Bonjour, je m'appelle Dr. Anthea Sellès, je suis la secrétaire générale du Conseil international des archives. Pour vous donner un peu de contexte, pourquoi je parle du système anglais, j'ai travaillé pendant à peu près 3 ans et demi dans les archives publiques du Royaume-Uni. J'étais la directrice intérim avant de partir sur le transfert et la sélection des documents numériques au niveau des archives nationales. Alors, je vous donnais un peu un aperçu. Vous entendez certainement que j'ai un accent. Je suis canadienne, d'origine canadienne. Des fois, j'oublie mes mots, alors je vous demande pardon en amont. Mais je vais vous donner un peu le survol sur l'état des choses en tant que les accès aux informations et les accès aux données privées au niveau du Royaume-Uni, pour vous donner un peu une comparaison entre les systèmes français. Alors, je vais parler un peu du cadre juridique qui gouverne l'accès aux archives publiques au niveau du Royaume-Uni, le processus et les procédures aux archives nationales du Royaume-Uni, et ensuite, j'aimerais faire un peu une réflexion sur l'impact numérique, qui n'est pas anodin, aura un impact sur les accès aux informations numériques et la transparence et le rendement de compte au niveau du gouvernement et les capacités des citoyens de pouvoir avoir accès aux informations numériques. Alors, nous avons 3 grandes lois qui gouvernent un peu les archives publiques au niveau du Royaume-Uni. Dans un premier temps, il y a the Public Records Act de 1958. C'est la loi sur les archives qui définit la périodicité des transferts ainsi que le positionnement des archives nationales au sein du gouvernement de Sa Majesté. Alors, la périodicité des transferts, c'est à 20 ans. Anciennement, elle était à 30 ans. Ils l'ont réduite dans les environs de 2010. Et depuis, ils ont fait des transferts de 2 années. Alors, disons que c'est 2019. J'ai 2 années que je dois transférer dans une année. Donc, les archives de 1997, je crois, et 1996. Alors, ils ont accéléré le transfert des documents. Ça a été assez compliqué pour les départements parce qu'ils n'ont pas forcément très bien de ressources et aussi de capacités personnelles pour pouvoir accélérer ce transfert. Et aussi au niveau de la revue et l'accessibilité des informations, ceci a aussi un impact que je vais discuter très bientôt. La deuxième loi, c'est the Freedom of Information Act de 2000. Et ça, c'est vraiment la loi aux accès aux informations. C'est une loi prévoyant la divulgation des informations détenues par les autorités publiques et par les personnes fournissant ces services. Et c'est des prérequis où est-ce que la clôture et la fermeture est très bien définie. Au niveau de, je peux fermer, comme par exemple pour des intérêts commerciaux, je ne peux fermer des documents, des dossiers d'archives que pour 20 ans. Voilà. Alors, mais c'est très bien défini. Il y a d'autres délais qui sont encore plus longs et je vais en discuter. Il y a aussi le Data Protection Act de 2018. Alors, cette loi a été revue en 2018 au fait que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Elle est en fait une réflexion de la RGPD dont déjà la plupart des départements avaient commencé à faire la mise en œuvre pour la préparation de cette nouvelle loi. Mais encore une fois, il y a des délais de communication très précis. Alors, de 100 ans, après 100 ans, après la naissance, 100 ans, les informations peuvent être communiquées, après la mort, après 20 ans. Alors, il y a quand même des délais qui sont très bien précisés dans cette loi. Ce qu'il faut retenir, je dirais, sur le Public Records Act, cela permet le transfert de documents papier aussi bien que numériques. Parce qu'à cause de vraiment manque de précision, si vous voulez, au niveau de la loi, qui travaille en faveur des archives nationales du Royaume-Uni. Le transfert vers les archives nationales n'est pas mandaté, par contre, dans la loi. C'est plutôt, nous travaillons sur des liens relations clients et aussi nous utilisons pour assurer le transfert, la loi, les délais de transfert de 20 ans. Alors, les archives nationales, ce qu'ils font, si un département qui ne veut pas transférer ces documents, c'est que nous avons un rapport, ou nous faisions un rapport, d'habitude au semestre et à la fin de l'année, pour démontrer qui transférait leurs documents et où est-ce qu'il y avait des délais parfois assez notables dans le transfert. Des fois à cause de ressources personnelles. Alors, comme la plupart des archivistes qui sont ici savent,
La fonction de gestion de documents et archives n'est pas forcément très bien valorisée au niveau des gouvernements, même au niveau des départements. Donc, des fois, avoir la capacité et les ressources pour pouvoir assurer le transfert des documents peut être très difficile. Alors, il y a plusieurs fois des délais et des délais notables dans le transfert des documents avec certains ministères. Et toutes ces informations sont sont sur le site Internet des Archives nationales du Royaume-Uni. Les transferts doivent être, comme j'ai dit, effectués après 20 ans, mais cela n'exclut pas que les transferts plus tôt et ponctuels. Comme vous savez, le gouvernement du Royaume-Uni aime appeler plusieurs investigations et enquêtes. Alors, il y a forcément une enquête sur le COVID qui sera appelée par le gouvernement. Aussi, une enquête, on attend que le Premier ministre appelle une enquête sur forcément le Brexit et ce qui s'est produit au cours du Brexit. Mais à ce moment-là, quand on a ces enquêtes, les archives nationales ont des liens assez étroits pour pouvoir assurer le transfert ponctuel et en amont des 20 ans de ces archives. Cela ne veut pas dire qu'on aura la totalité des archives de ces investigations, en raison du fait que les archives nationales du Royaume-Uni ne peuvent recevoir des documents classifiés à un certain niveau. Si elles sont classifiées plus haut que ce niveau, elles resteront soit dans le département d'origine qui a été identifié par le gouvernement comme déteneur de ces archives-là, ou bien, dépendant de la nature de l'investigation, alors je pense comme par exemple Hillsborough, qui a été une investigation sur, il y a eu... je ne sais pas le mot en français là, qui m'échappe. Il y a eu un match de foot, vous connaissez probablement, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées à cause de manque de bonne gestion au niveau de la police. Et il y a eu, là je ne sais pas le mot en tout cas, mais il y a plusieurs personnes qui ont été tuées à ce moment-là à cause des grandes foules. Ils ont été écrasés. Et donc, pour cette... enquête-là, certaines parties des archives ont été envoyées aux archives locales, aux archives régionales qui se situaient dans les alentours de Hillsborough. Alors à ce moment-là, les archives ont été éparpillées. Une partie est allée aux archives nationales. Tout ce qui était surclassifié ou qui était les délais de communication ou les délais de classification étaient au-delà de ce que les archives pouvaient recevoir. Elles ont été envoyées, je crois que c'était au bureau du cabinet. Et les autres archives ont été éparpillées parmi différentes instances régionales. Alors, ce n'est pas facile à ce moment-là de faire le lien entre tous les archives et qu'on puisse de façon transparente communiquer avec nos chercheurs où se trouvent toutes les informations. Et aussi, quand il y a des informations qui sont encore détenues par le département, c'est d'essayer de leur pointer à la bonne personne pour faire des demandes d'accès aux informations. Alors, par l'intermédiaire de la loi Freedom of Information Act, les citoyens et les chercheurs peuvent demander, soit aux archives nationales ou aux ministères qui détiennent ces fonds d'archives, de donner accès selon certaines provisions. Et aussi, dans le Freedom of Information Act, il y a des délais très précis par lesquels le département doit faire accusé-réception, par lesquels le département peut demander un rallongement, parce que c'est d'habitude entre 30 à 50, je crois, jours ouvrables où ils doivent répondre à des demandes d'accès aux informations. Alors, il y a des possibilités de rallongement et de demandes sous réserve d'explications valables. Alors, ils doivent donner une explication pourquoi ils demandent un rallongement. Et aussi, au niveau des archives nationales, on est subi aux mêmes procédures établies sous la loi Freedom of Information Act. La responsabilité du tri et la sélection et la cartographie des informations confidentielles relève du ministère ou du département d'où proviennent les documents aux archives. Et voilà un peu l'aspect un peu compliqué entre les départements et les archives et aussi gérer et assurer la bonne mise en œuvre, la bonne application des délais de communication sous la loi Freedom of Information Act. Le système anglo-saxon où la responsabilité pour la gestion des archives est divisée entre différentes fonctions publiques sous ce qu'on appelle sous le Life Cycle Model. Cela complique les choses. Alors, quand je dis le Life Cycle Model, c'est que la gestion des documents courants, semi-courants relève des ministères et des départements. Et c'est une profession un peu à part de celle qui est aux archives nationales. Et donc, vraiment, c'est essayer d'établir des relations clients et des bonnes relations entre ces départements
et ensuite les Archives nationales pour assurer, premièrement, la bonne gestion des documents au niveau du département jusqu'au transfert. Et des fois, c'est un peu compliqué, particulièrement pour les documents numériques, parce que les archivistes doivent être vraiment impliqués dès le début pour assurer que ces documents-là sont bien identifiés. Ce n'est pas forcément la même chose dans le système français, mais c'est nous, on doit travailler avec d'autres professions qui travaillent les archives courants et semi-courants. Alors voilà un peu une schématique de ce qui se passe au niveau des processus et des procédures, je ne sais pas si vous pouvez la voir, des archives nationales. Alors dans un premier temps, comme j'ai bien indiqué, le ministère, le département est responsable pour la tri et la sélection. Cela est sous la supervision et les conseils des archives nationales. Alors les départements qui font le tri et la sélection, ils doivent créer des relevés. Et il y a des archivistes qui sont dédiés à revoir tout ça pour assurer qu'ils font la bonne tri et la sélection. Pour pas qu'ils disent, je ne sais pas, des documents prenantes, peut-être potentiellement juridiques, intéressantes historiquement, ou pour des rendements de compte, soient détruites. Alors, les Archives nationales surveillent ce processus. Pour tout ce qui est de cartographie des informations confidentielles, alors cela porte vraiment, je pense, sur notre discussion aujourd'hui. Les départements sont responsables pour faire l'identification des délais de communication sous les délais de communication établis dans la loi aux accès aux informations, the Freedom of Information Act, que j'ai mentionné. Ils doivent créer une demande maintenant qui va à un conseil qui revoit toutes les demandes de clôture, que ça soit pour expurger ou si c'est pour clôturer pendant un certain montant de temps les archives. Ce conseil se focalise vraiment sur, je dirais, les délais de communication qui sont liés à secret défense, dont nous parlons maintenant, sur les informations données en confiance, sur les relations internationales. Tout ce qui est données personnelles, c'est bien établi dans la loi aux accès aux données personnelles. Et aussi, c'est que la plupart des demandes de clôture, 75%, est liée aux informations personnelles. Alors, quand on regarde la répartition du temps de ce conseil-là, qui se rencontre d'habitude à chaque, je dirais, à chaque trimestre, et c'est des longues réunions, c'est des réunions de 1-2 journées des fois, et où ils doivent revoir toutes les demandes qui viennent de tous les départements et les ministères du gouvernement du Royaume-Uni. Et ils se focalisent vraiment sur ce 25%, qui est tout ce qui est secret défense, liaison internationale, information donnée en confiance, voilà. Et donc c'est vraiment sur ça qu'ils se axent, parce que des fois, comme vous savez déjà ici, les gouvernements ou les départements aiment essayer de cacher ou pas forcément cacher, c'est pas le bon mot, mais essayer d'argumenter que certains documents, certains dossiers d'archives doivent être fermés à cause de secret défense quand ça n'a rien à voir avec manifestement ce qui est contenu dans ces documents-là. Alors, ce conseil nous donne un niveau scrute un peu les demandes pour assurer la bonne mise en œuvre des demandes des délais de communication. Et vraiment, c'est pour le transfert des documents qui sont à un certain niveau, comme j'ai dit, pour les archives nationales, et c'est les documents expurgés et fermés. Tout ce qui est au-delà de le niveau de gestion des informations confidentielles qui peuvent se faire au niveau des archives nationales, cela ensuite relève du département. Alors, c'est le département. Alors, si, disons, c'est secret top secret, alors ça va rester au département parce que les archives nationales ne sont pas habilitées à bien maintenir, selon les demandes et les prérequis du gouvernement anglais, à maintenir ces documents-là. C'est quand même problématique parce que des fois, quand quand cette situation survient, c'est dans des cas de 75 ans, 100 ans de clôture. Alors, ce n'est pas des clôtures anodines. Voilà. Donc, il faut quand même essayer de garder la main sur la situation et assurer que les départements, premièrement, gèrent ces documents, particulièrement quand on dit numérique, qu'ils assurent la pérennité de ces documents, papier et numérique, jusqu'à temps que les délais de communication sont dépassés et qu'elles peuvent être ensuite transférées aux archives, et aussi le niveau de classification. Voilà. En ce qui est du processus et des procédures aux archives nationales, lorsqu'on reçoit une demande de la part d'un chercheur pour avoir accès à un document qui est soit expurgé ou qui est soit clôturé. Alors, d'habitude, la demande, elle se fait par l'intermédiaire du site web.
Alors là, on peut envoyer soit écrite en lettres qu'on peut envoyer par la poste ou bien par le site web. Les archives revoient la demande, ils revoient parce qu'ils ont les documents non expurgés ou non fermés. Et ensuite, on voit si on peut les communiquer ou non, selon la demande. Mais aussi, il y a un lien étroit avec les départements à ce moment-là. Et donc, on relance vers le département. On leur demande est-ce que c'est possible, voici est-ce qu'il y a une partie qu'on peut ouvrir ou est-ce qu'on peut expurger une certaine partie. Alors, c'est des négociations avec les départements pour faire ce travail. Et ensuite, comme j'ai dit, il y a des délais de communication très, très précis qui gouvernent tout ce processus. Du moment qu'on reçoit, on fait accusé-réception le chercheur ou le citoyen, la citoyenne. Et aussi, les délais de accusé-réception sont très précis. Je pense que c'est 5 à 7 jours ouvrables. Et voilà, alors tout ça est bien gouverné. Il y a le bureau de la commissaire aux informations qui surveille la situation. Alors, chaque département au niveau du gouvernement anglais doivent donner un rapport et ils sont bien veillés par ce département-là pour assurer que tous les délais de communication établis au niveau de la loi aux accès aux informations est bien veillé. Si un département excède de façon récurrente les délais de réponse, accusé-réception, alors ils sont mis en garde. Le bureau de la commissaire aux informations les met en garde. Et elle peut donner des amendes. Alors il y a tout un processus, encore une fois, établi dans le Freedom of Information Act sur les pouvoirs et la capacité de la commissaire aux informations pour assurer la communicabilité et assurer le processus d'accès aux informations au niveau des départements ainsi qu'aux archives nationales. Alors, je veux au moins faire une petite réflexion sur l'impact du numérique. Le volume et la complexité des données numériques compliquent le processus d'identification et le délai de communication. Nous avons eu ce problème-là, j'ai eu ce problème-là avec certains de mes départements qui refusaient de transférer leurs documents numériques ouverts, ou bien expurgés, ou bien fermés, même si c'était des petits montants avec lesquels on discutait. Alors, c'était des documents de 1995. Ce n'est pas quelque chose où est-ce qu'on avait des énormes volumes. Mais au fur et à mesure du temps, les volumes vont devenir plus importants et le niveau de format va se complexifier. Et ils ne voulaient pas transférer parce qu'ils n'avaient pas de moyen de pouvoir revoir tous les documents. Donc, cela a créé certains soucis. Ce que nous avons fait au niveau des archives nationales, je n'ai pas le temps d'en discuter énormément, mais nous avons piloté de l'intelligence artificielle pour pouvoir assister au département, pour voir comment faire. Mais l'automatisation, vraiment, c'est nécessaire. Mais les départements manquent de facilité avec les logiciels d'intelligence artificielle ou des logiciels d'automatisation. Et il y a vraiment un manque de confiance dans les résultats. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir que la profession archivistique, je pense au niveau aussi des juristes et des historiens, qu'il va falloir discuter pour comment gérer cette situation. Et c'est vraiment pour moi une gestion et une mitige de risques, ainsi que comprendre les forces et les faiblesses des logiciels ainsi que des humains. Le logiciel ne fera pas tout. Les logiciels, des fois, on pense que c'est des unicornes qui peuvent tout faire et peuvent faire toutes sortes de décisions. Ce n'est pas le cas du tout. Elles sont très, très, très bonnes, je dirais, dans les expressions régulières, dans l'identification des noms. Alors, tout ce qui est données personnelles, elles sont assez fortes. On peut les former pour qu'elles puissent avoir un retour de, je dirais, entre 80 et 85%. Cela veut dire quand même qu'il y a un manque au niveau de ces logiciels. Où elles ne font pas très bien du tout, c'est au niveau de secret défense, informations données en confiance, parce que c'est toutes des délais de communication ou des informations confidentielles qui sont liées au contexte. Et ces machines ne savent pas raisonner le contexte. Parce que dans un contexte, ça peut être non confidentiel, un autre contexte très confidentiel. Et donc, voilà les problématiques qu'il faut envisager. Déjà qu'on a eu un problème juste avant que je parte de mes fonctions au Royaume-Uni, où il y avait un département où est-ce qu'on a fait une demande d'accès aux informations sur leur logiciel de chat. Et ils ont dit, le volume est trop important,
Nous ne pouvons pas donner accès parce que nous ne pouvons pas revoir tous ces documents-là dans les délais définis dans la loi et nous n'avons pas les ressources à mettre en place pour pouvoir faire ce genre de travail. Alors déjà, on commence à voir des complications quand on regarde le nez numérique et les accès aux informations, délais de communication. Et donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel on doit commencer à réfléchir petit à petit. Alors, en conclusion, le processus d'évaluation avant le transfert, je pense qu'il y a ces problématiques, mais c'est le système anglais et c'est bien veillé par les archives nationales, aussi bien que par les archivistes que par le conseil qui est responsable pour l'évaluation et le scrutin des délais de communication. La classification des documents pose un problème pour certains transferts, comme j'ai déjà évoqué, mais le suivi de la maintenance pendant qu'ils se trouvent dans un service de gouvernement est aussi très difficile. C'est garder la main sur la situation parce que les gens changent et des fois les logiciels changent ou les stocks d'archives changent et c'est d'assurer qu'on sache exactement où se trouvent ces documents. Les ressources et les capacités au niveau des ministères peuvent avoir un impact sur les transferts. Au moins, on a un niveau de contrôle sur la revue et le scrutin par l'intermédiaire du Advisory Council, mais on a aussi besoin de réfléchir sur la gestion des délais de communication pour les documents en numérique. Voilà.